à tous. Comme l'a dit Alex, je vais vous présenter, je vais vous faire un petit rex sur la migration que j'ai pu faire d'un SI Hadoop à un SI GCP. Je vais vous parler un peu du contexte. Bon, déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Florian Poupin. Je suis data engineer depuis 6 ans. Ça fait 4 ans que je suis à Valériade. Je suis dans le monde de l'informatique depuis 9 ans. Et j'étais anciennement développeur PLSQL. Et du coup, les missions que j'ai pu réaliser depuis que je suis data engineer, j'ai fait 2 ans à CATS sur un environnement Hadoop. J'ai également fait 2 ans et demi à MyMoneyBank sur un environnement AWS. Et là, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que je suis en mission à BPCE ici, donc ex-Banque Populaire, d'où ce que disait Alex. Je vais vous présenter un peu le contexte de la mission. Donc, côté mission, on devait en source migrer 2 SI distincts qui étaient basés tous les deux sur une plateforme Hadoop. Donc, on était sur un premier SI qui était partitionné via un code établissement et une date d'ingestion, sur lesquels on avait environ à peu près 20 Tera de données à migrer. Ensuite, on avait un deuxième SI qui est, lui, quant à lui, partitionné uniquement sur une date d'ingestion, mais avec des tables qui étaient par établissement. Donc, savoir, on avait une table par établissement qui contenait exactement les mêmes types d'informations. Mais elles étaient techniquement donc bien distinctes. Et là-dessus, on avait à peu près environ 40 Tera de données à migrer. Et donc, en cible, on avait un seul SI GCP commun à tout le monde. Donc, on a regroupé les tables qui étaient techniquement différentes dans les mêmes tables pour côté deuxième SI. Et on avait une petite contrainte qui est que sur GCP, on ne peut partitionner que sur des dates. On ne peut pas partitionner sur un autre élément ou alors un entier qui ressemble un peu à une date. Mais on ne peut pas partitionner sur un code, par exemple. Donc le code établissement, ça devait sortir du partitionnement. Et en plus de ça, on devait comprendre la migration, doit aussi comprendre seulement la reprise de données présentes sous Hadoop, mais également les traitements d'ingestion des futurs traitements. Donc les données qui étaient ingérées en cours, on devait aussi migrer ces traitements-là afin que les utilisateurs puissent se brancher sur cette plateforme. Donc je vais m'attarder un peu plus sur la migration et on va parler un petit peu d'architecture. Donc côté développement, qu'est-ce qu'on a pu faire ? On a fait 2 applications. On a fait une première application en Scala Spark qui permet de rattraper, donc de récupérer les données de la plateforme Hadoop. Donc c'est par rapport à une reprise d'historique. Ensuite, une deuxième application qui a été développée, c'est une ingestion qui va servir à ingérer les données sous GCP, et ça a été développé en Python. Donc côté reprise historique, on a un schéma pour être un peu plus explicite. Donc on a une base Hive côté Hadoop avec notre traitement d'extraction de la donnée qui va déposer des données donc, dans un répertoire sous forme de fichiers. Et après, il y a un pont qui a été créé donc, de GCP vers Hadoop pour récupérer ces fichiers qui ont été extraits. Et ensuite, on a un traitement d'ingestion qui va ingérer ces données dans une base BigQuery sous GCP. Côté traitement nominaux, donc, comment ça se passe côté Hadoop ? En fait, les producteurs ils déposent leurs fichiers de données sur un serveur de rebond. Après, il y a un pont qui est fait avec la plateforme Hadoop et il y a un traitement d'ingestion qui tourne sur Hadoop. Donc ça, c'est ce qui était effectif avant la migration. Et on passe on a mis en place un flux en Y. Donc le temps que les utilisateurs partent de Hadoop pour aller sur GCP. Donc, il y a deux ponts qui ont été créés, donc un pont vers Hadoop et un pont vers GCP qui ingèrent la même donnée. Et en fait, après, on a un traitement d'ingestion qui reproduit exactement ce qui a été fait côté Hadoop, mais avec un traitement d'ingestion en Python qui va insérer les données dans la base BigQuery. Le but étant, à la fin, de décommissionner toute la partie Hadoop afin de ne plus être branché dessus et de pouvoir se débarrasser de tout ce qui est serveur et toute cette partie-là. On va parler conformité de données. Donc, on a calculé des statistiques pour pouvoir comparer les données. Donc, il fallait trouver une façon assez simple et efficace.
et ensembliste pour pouvoir vérifier que lors de notre migration, on avait bien exactement la même chose entre Hadoop et GCP. Donc on va éviter de faire comme le monsieur là, et puis de lire une feuille un par un en regardant les données une par une. Donc ce qu'on a pensé comme solution, c'est qu'on a développé un composant et on a développé aussi une configuration spéciale à côté. Donc il y a un composant Spark Scala qui va pouvoir être lancé côté Hadoop pour calculer les stats sur les données qu'on avait côté Hadoop. Et on a une configuration spécifique qui va pouvoir être lancée par le Python qui a été développé et qui permet d'exécuter une requête directement sous BigQuery et qui permet de calculer les stats donc, sur l'étape BigQuery. Sur Hadoop et GCP, qu'est-ce qu'on fait? On calcule exactement les mêmes statistiques. Donc, ce qui fait que côté type numérique, c'est tout simple, on va calculer le minimum, le maximum, la moyenne de l'ensemble des valeurs. Côté chaîne de caractères, on va se concentrer sur le minimum, le maximum, la moyenne et la longueur de ces chaînes de caractères. Alors attention, dans certains cas, il y a des codes, par exemple, des codes identifiants, quelque chose comme ça, qui ont toujours la même longueur. Donc là, après, on pouvait faire un petit peu de détails, à savoir le détail, mais en fait, on peut calculer le nombre de valeurs de ces codes d'établissement, par exemple, parce qu'en fait, on a quoi? On peut avoir une cinquantaine de codes différents, mais c'est facile de les regrouper, de tous les compter, pour savoir combien il y en a dans la table. Après, les colonnes de type temporel, on les a transformées en Unix, en temps Unix, et on faisait pareil, minimum, moyenne, maximum. Les colonnes de type booléen, on calculait le nombre de lignes valorisées à false. Et pour l'ensemble des types, donc au-dessus, on calculait le nombre de lignes à vide aussi pour vérifier le nombre de lignes nulles pour qu'on ait bien la même chose des deux côtés. Donc, ce qu'on pouvait appliquer aussi en plus, c'est d'appliquer un filtre si vraiment on voulait se centrer sur une période, sur des données spécifiques sur lesquelles on aurait pu identifier des écarts, par exemple. On pouvait appliquer un filtre sur ces statistiques calculées. Alors, la table contenant les résultats, voilà à quoi elle ressemblait. Donc en fait, on avait un environnement, on avait une colonne environnement qui contenait soit c'est Hadoop, soit c'est GCP. On a le schéma, le nom de la table, le nom de la colonne. On avait le type de la colonne aussi, donc si c'est un string, si c'est un integer. Le filtre appliqué, si on avait appliqué un filtre. La statistique calculée. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on a le comptage de nombre de valeurs annules et un minimum, et la valeur de la statistique en elle-même. Côté calcul de stats Hadoop, on va se centrer un peu sur comment ça marche. Donc, on va réutiliser un petit peu l'existant de ce qui s'est passé. Donc là, c'était le schéma de tout à l'heure que je vous ai présenté pour la reprise historique. Et en fait, côté calcul de statistiques, comment ça marche? Ça marche exactement pareil, sauf qu'il y a un petit quelque chose qui a changé. Et oui, il est quelque part. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais il est là. Ce n'est pas le même composant en Spark qui est lancé. Et là, on lance un job de calcul de statistiques et non plus le job qui extrayait juste la donnée telle qu'elle était. Donc les stats vont être envoyés sur un répertoire. Et ce même répertoire, lui, quant à lui, il va avoir son rebond. Et après, il y a l'ingestion qui va gérer dans la table de statistiques sous GCP. Côté calcul de GCP, donc pareil, réutilisation de l'existant. Donc voilà comment ça fonctionnait pour les traitements nominaux en cours côté GCP. Et on jette tout ce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin du reste. Même Charlie, il va à la poubelle, il n'est plus là. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on a rajouté un traitement au-dessus du traitement d'ingestion. On a un espèce de triangle qui est en train de se faire. Si on regarde dans le détail, en fait, quand la donnée va arriver, là, on a migré la donnée, on l'a mis dans le répertoire. Le traitement d'ingestion va l'insérer dans cette table voiture, là, comme exemple. Et après, une fois qu'on a ingéré ces données, le traitement de calcul de statistiques, il va lire les données de la voiture et il va le remettre dans le répertoire d'ingestion. Et du coup, ça va permettre que ce fichier de données qui a été inséré, hop, le traitement d'ingestion va le remanger et il va être inséré dans la table de statistiques qu'on souhaite vérifier. Et du coup, maintenant qu'on a ingéré nos données de statistiques, on va pouvoir, à la suite de ça, faire les comparaisons.
Donc la comparaison, finalement, elle devient toute simple. Sur BigQuery, on a fait une requête pour remonter les écarts, donc entre les deux ici. Comment ça marche? En fait, on fait une première sous-requête avec environnement égale GCP sur cette table de statistiques et une autre sous-requête avec environnement égale Hadoop. Et par-dessus, on fait une jointure, donc table égale table, colonne égale colonne, opération égale opération et filtre égale filtre. Et sur cette requête, on fait un filtre valeur de la statistique sont différentes entre GCP et Hadoop. Ça permet de remonter les écarts, parce que si elles sont égales, du coup, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les statistiques, elles sont bonnes, et que la migration, elle est OK. Donc certains cas, par contre, ont posé quand même quelques soucis. Il y a, par exemple, le calcul de très grands nombres sur Hive, qui ne se fait pas de la même manière sur BigQuery. Typiquement, sur BigQuery, quand on a un chiffre illisible qui a rallonge comme cela, en fait, sur BigQuery, il va bien être stocké sous cette forme. Par contre, sur Hive, quand on va calculer les statistiques, que ce soit de moyenne ou quelque chose comme ça, en fait, le traitement Spark qui est derrière, dans notre job, il va reconvertir ce chiffre, il va le tronquer parce qu'il est trop gros pour lui. Et ce qu'il va afficher, en fait, ça va être un 7, quelque chose fois 10 exponentiel, le nombre de digits qu'il a derrière lui. Et sauf que nous, quand on a ingéré ces données-là, elles ont été écrites telles quelles à l'intérieur du fichier qu'on a produit. Et en fait, nous, ça va remonter un écart par rapport à la requête que je vous ai expliquée juste avant. Ça va nous remonter comme quoi il y a un écart. Alors qu'en fait, comme on peut voir, il y a tout simplement plein de zéros à la fin. Et là-dessus, on peut être quasiment sûr que ça a été tronqué par le job de statistique. Donc ça, on a dû gérer ce point-là. Bon, après, c'était pas très compliqué à gérer. Généralement, on les repérait assez vite, vu que souvent, c'était présenté avec plein de zéros comme ça à la fin. Donc on se doutait souvent que c'était ça le problème. Donc c'était pas vraiment un vrai écart, c'était juste un écart à la constatation produit par le job de statistique. Autre souci, sur les champs de type date. Quelle stupéfaction. Voilà. On est surpris, on est tous surpris, bien sûr. C'est un type très stable. On est toujours très habitué avec ce type-là. Donc, pour rappel, pour un peu de contexte, pour expliquer le problème qui survient, donc, pour rappel, on a calculé pour les dates, on les a tous transformés en temps Unix pour pouvoir les comparer. Le temps Unix, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? Wikipédia l'explique très bien. Donc, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Alors, accrochez-vous, parce que des très petits écarts ont été constatés sur les moyennes. Et vous allez voir pourquoi. On a mis très longtemps à le trouver. En fait, le changement d'heure d'été et d'hiver, ils ne sont pas interprétés de la même manière entre BigQuery et Hadoop sur les conversions en Unix timestamp. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, au moment du changement d'heure d'hiver, entre 2h et 3h du matin, il y en a un des deux qui applique le changement d'heure. Donc il considère qu'il est 2h30, qu'à 2h30, il est 1h30. Mais par contre, l'autre, il l'applique pas. À 2h30, il considère qu'il est 2h30. Et en fait, ça crée un écart de 3600 secondes. Forcément, parce qu'il y a 1 heure d'écart en conversion. C'est que la conversion du temps Unix, parce qu'à l'affichage, dans les données, on a exactement la même chose. On n'a rien qui est affiché. En fait, il n'est pas. Quand on a l'affichage dans les données, on voit 2h30 des deux côtés. Sauf qu'il y en a un, quand on le convertit en temps Unix, il considère qu'il y a 1 heure de moins, donc il calcule 3600 secondes d'écart. Et ça nous a remonté des écarts sur ces cas-là. Celui-là, il était assez coton à retrouver. Du coup, comment on a géré? Par contre, on va passer aux vrais écarts. Aux vrais écarts qu'on a pu constater. Donc, on va se pencher un peu sur l'architecture côté Hadoop, du fonctionnement de la plateforme telle qu'elle était. Donc, on a les producteurs qui ont produit leurs données, on les ingère en zone brute. Après, elles sont préparées en zone de préparation et ensuite, elles sont pareil, remodifiées pour qu'elles soient exposées correctement. Et les utilisateurs, en fait, ils lisent cette donnée exposée. Donc, c'est un schéma assez classique dans les CData. Et on va passer à la plateforme GCP. Comment c'est mis en place? Donc, on a les fichiers de producteurs qui sont ingérés comme dans la zone brute. Et ensuite, pour la zone préparée, ça ne se passe pas vraiment pareil. Ce qui a été pensé par les architectes, c'est qu'il y a une vue qui a été faite par-dessus. Donc, ça permet de préparer via une vue. Et on ne passe plus par un traitement d'ingestion. C'est la vue qui porte le traitement d'ingestion.
Enfin, pas le traitement d'ingestion, pardon, mais le traitement de préparation. Et ça se passe exactement pareil pour l'exposition de la donnée. Et du coup, les utilisateurs, ils lisent cette vue-là. En fait, la différence, ce qui cause des premiers écarts, c'est qu'en fait, là, dans ce schéma-là, on a une vue actualisée en temps réel. Quand la donnée, une fois qu'elle est ingérée en zone brute, elle est bien, la vue d'exposition, quand on va l'appeler, elle va être ingérée en temps réel. Donc, bon, là, il y a eu un choix qui est fait. Soit on a migré côté Hadoop, soit on a pris la table qui était en zone préparée, soit en zone d'ingestion. Ça dépendait des choix des architectes. Il y avait des raisons un peu fonctionnelles à ça. Enfin, ça ne change pas grand-chose sur la différence avec la zone exposée. Mais du coup, on n'a migré qu'une table. On n'a pas migré la table de la zone brute vers la zone brute. On n'a pas migré la table de la zone préparée vers la zone préparée. On a bien migré qu'une seule table. Et il y a un premier type d'écart qui a été constaté, c'est du coup la différence entre les zones d'ingestion de préparation sur Hadoop. Parce qu'en fait, donc quand on a migré, dans un premier cas, la table de la zone de préparation et la zone brute, par exemple, on avait quand même quelques données d'écart, enfin on a quelques coupures, par exemple. On a eu des traitements de volume de données trop élevés lors de la migration. Quand on a fait le traitement de migration, on avait trop de données, on a dû les splitter. On a aussi des coupures réseau, donc on a dû relancer la migration. On a eu un problème d'espace disque, par exemple, qui a été saturé quand on faisait beaucoup de migration d'un coup. En fait, l'espace disque du serveur, enfin du répertoire de rebond, il était vite saturé, donc il a fallu faire le ménage. Et le deuxième type d'écart non repéré tout de suite par la comparaison des statistiques, c'est les écarts dus à l'actualisation en temps réel, donc par rapport au schéma que je vous ai expliqué juste avant. Et en fait, pourquoi ça? Parce qu'en fait, comme je disais, sur Hadoop, quand le traitement de préparation a tourné, et en fait, il a tourné à un instant T. Il ne tourne pas tous les jours, il ne reprépare pas la donnée de la zone brute tous les jours. Une fois qu'il a tourné, il a tourné. Et une fois que l'exposition est faite, pareil pour le traitement d'exposition, une fois qu'il a tourné, il a tourné. Mais par contre, sous GCP, s'il y a eu des corrections de la zone brute en amont, lui, il est en direct, il est mis à jour. Parce qu'on passe par des vues qui sont mises à jour en direct. Et côté utilisateur, ils sont venus nous voir et fait je comprends pas, vous avez vérifié que c'était OK, je comprends pas, moi sur ma zone exposée, j'ai pas la même chose que sur ma zone qui est exposée sous GCP, j'ai pas exactement la même chose. Mais la plupart du temps, c'était à cause en fait des mises à jour et des corrections qu'on pu avoir sur la zone d'ingestion qui n'ont pas été relancées sur la préparation derrière. C'est un peu complexe. On va passer à l'utilisation de ce SI, les constatations qu'on peut avoir à la suite de cette migration-là. Donc, qu'est-ce qu'on a... Je vais faire d'abord, pour expliquer ce contexte, je vais faire un petit rappel financier. Sur du on-prem, donc côté Hadoop, ce qui est facturé, c'est vraiment l'infrastructure. Une fois l'infrastructure qui est mise en place, en fait, il ne reste plus que les coûts de licence, les potentielles licences qu'on a pu greffer à notre infra et aussi les coûts d'entretien. Et on peut faire tourner autant de traitements et de manipuler dans la limite de l'infrastructure. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne sera pas facturé plus cher. Côté cloud, par contre, c'est pas du tout la même chose, c'est complètement l'inverse même. On n'a pas d'infra à payer parce qu'on n'a pas d'infra. Mais par contre, tout ce qu'on fait dessus, c'est facturé. Le coût de stockage, le coût de requête, la réservation des CPU qu'on peut avoir pour utiliser nos traitements, tout ça, c'est facturé. La moindre action, c'est facturé. Et pour la facturation pour la lecture de données sous GCP, elle est finalement assez simple. Ça dépend donc de la localisation des serveurs d'hébergement. Dans notre cas, on prenait des serveurs en Europe. Donc ça coûtait à peu près, à la lecture de la donnée, je parle bien, hein, c'est la facturation de la lecture, on était sur à peu près $6 le Tera brassé. Et le partitionnement, il permettait de réduire cette facture quand on requêtait une table. Je vous mets un exemple, par exemple. La table 1, qui est de volume total de 8 Tera, on a une partition, donc on peut voir, on a une partition qui fait 1 Tera chacun. Si on en ajoute un filtre sur la date égale janvier 2024,
eh ben, en fait, on sera facturé à la lecture que 1 Tera, sera facturé que la lecture de cette partition-là. Donc, on va remettre tout ça dans le contexte de ce qu'on a mis en place. Sous Hadoop, en fait, les tables étaient partitionnées par identifiant d'établissement avant, et ensuite par date dans un second temps. Sauf que sur GCP, comme je vous l'ai expliqué au début, en fait, il y a une contrainte qui est on ne peut partitionner uniquement par un champ date. Par contre, on peut clusteriser donc, par un texte ou quoi que ce soit. En fait, le clusteriser côté GCP, c'est côté BigQuery surtout, ça permet de trier la donnée. Typiquement, on dit qu'on clusterise par code établissement. Si on le classe par ordre alphabétique, en fait, il va se dire ah, je suis arrivé à Toto, je cherche Toto dans mes établissements. Si j'arrive à Tutu, BigQuery il va s'arrêter là, il va arrêter de lire. Il dit Tutu, c'est après Toto par ordre alphabétique, donc je vais arrêter de lire là parce que du coup, mes données elles sont arrivées à Tutu. Donc ça sert à rien que je lise la suite. Ça permet d'économiser un peu de sous. Pour les tables à alimentation mensuelle, donc il y avait des dates d'ingestion qui peuvent différer entre les tables. Donc on a une ingestion par mois, mais sauf que l'ingestion elle n'a pas forcément lieu le 5 du mois. Entre les tables, elle peut avoir lieu entre le 5, le 1er. Et en fait, côté fonctionnel, pour faire matcher ça, ils ont besoin de quelque chose en fait. S'ils veulent faire une jointure entre deux tables, il faut matcher ces dates-là, mais d'une façon spéciale. Parce qu'en fait, côté fonctionnel, leur usage, c'est du dernier jour du mois. En fait, l'image de la table pour un mois donné est établie par la première alimentation à partir du dernier jour de ce même mois. En gros, pour résumer, c'est leur calcul, c'est si on est le dernier jour du mois, je prends. Si on n'est pas le dernier jour du mois, pour récupérer ma date du jour du mois, c'est je prends le premier jour du mois en question, je fais -1 pour récupérer le dernier jour du mois précédent. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, c'est eux, leur date mensuelle, c'est le dernier jour du mois dans tous les cas. S'il y a une première publication, voilà, c'est pas très, c'est pas très simple. Je dis mais qu'est-ce qu'on grogne? Donc la jointure entre les tables, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner quelque chose comme ça. C'est pas très joli. Donc comme je vous disais, ça correspond en fait. Le calcul, c'est si on est le dernier jour du mois, on garde la date, mais sinon on coupe la date en question, on prend le premier jour du mois, on fait -1 pour récupérer le dernier jour du mois précédent. On va prendre un cas concret pour parler. Donc on souhaite joindre deux tables, entre une de 15 Tera et une de 10 Tera. Et en fait, la jointure, elle est faite de cette manière. C'est pas très lisible, c'est presque imbuvable. Mais en plus, leur filtre fonctionne de la même manière. Parce que s'ils veulent récupérer, joindre sur une partition distincte, ils sont obligés d'appliquer le filtre à cette date. Ça, c'est un usage vraiment fonctionnel. Hein, on peut pas l'adapter. Donc en exemple, ça donne quoi? Eh ben, théoriquement, on est censé toucher à deux tables, deux partitions, parce que, par exemple, dans notre exemple, on va partir du 31 janvier jusqu'au 30 avril. Du 31 janvier jusqu'au 29 février. C'est des dates qui sont éligibles à rentrer dans ce filtre. Donc théoriquement, on va se baser que sur ces deux partitions-là de chaque table. Techniquement, c'est autre chose. En fait, dans un premier temps, la partition de janvier de la table 1 va matcher avec la partition de janvier de table 2. Elle doit aussi matcher avec la partition de février de la table 2. Et c'est pareil pour la partition de février qui doit faire le lien avec janvier 2024 et février 2024 de la table 2. Et sauf que GCP, lui, BigQuery, il veut un truc générique. Donc il faut que ça fonctionne pareil pour les partitions. Si la partition de janvier 2024 de la table 1, elle fait égal et +1, et que celle de février, elle fait -1 et égal, lui, c'est pas générique. Donc il va appliquer le même fonctionnement à ces deux partitions en lecture, en source. Et il va dire, vu que février, il fait moins, sur ma partition de janvier, je vais aussi relire moins automatiquement. Et c'est pareil pour février, vu que janvier fait plus, je vais dire plus. Donc là, on arrive à quelque chose, en fait, techniquement, on va lire, en fait, finalement, ces quatre partitions-là en cible et ces deux-là en source. Mais sauf que là, c'est pareil. En cible, on a des comportements différents entre les partitions en lecture. Donc il faut reproduire la même chose.
Mais là, on a un problème sur la table 1 maintenant. Les 4 partitions ne sont plus de la même manière. Vous voyez venir un peu le truc? En fait, le filtre, il ne permet pas de filtrer correctement les partitions. Toutes les partitions de toutes les tables jointes, elles étaient parcourues parce que pour que ça soit de façon générique, il lisait tout parce que la règle de filtrage, elle n'est pas concrète pour filtrer correctement les données. Donc là, si on reprend notre exemple de notre table de 15 Tera et notre table de 10 Tera, l'estimation théorique qu'on faisait au début, on se disait, c'est bon, on va toucher qu'à 2 partitions de chaque côté, donc on va brasser que 600 gigas. Mais l'estimation technique, elle est complètement différente. En fait, on va brasser 15 Tera plus 10 Tera. Donc au lieu des 600 gigas théoriques, on va brasser 25 Tera. Et en facture, ça donne quoi? Théoriquement, on dit la requête. Théoriquement, la requête devait toucher à 4 $. Et finalement, on en brasse 150 à la requête. Là, c'est quelqu'un qui appuie sur un bouton et il appuie Select étoile from view et il a dépensé 150 $. Ouais. Alors, autant dire que là, les usages y sont arrivés et on a un problème, là, ça ne va pas le faire. Ça nous amène sur le sujet d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour corriger ce souci-là? Donc le souci, c'est que c'est pas viable de facturer en volume l'ensemble d'une table alors qu'on souhaite filtrer dessus. C'est vraiment pas viable. Mais par contre, leur règle fonctionnelle qui est un peu chelou, on peut pas la modifier. On peut pas leur dire modifier votre règle fonctionnelle. Elle est pourrie. Nous, le technique peut pas prendre le dessus sur le fonctionnel. Donc on va devoir adapter la technique à l'usage fonctionnel. C'est la routine, quoi. Et il a donc fallu modifier les tables à vision mensuelle de la façon suivante. Donc, à l'ingestion des données, on a fait un calcul d'une nouvelle valeur à partir de la date d'ingestion. On l'a appelée la date d'arrêté fonctionnelle. Et la date d'arrêté fonctionnelle, la règle de calcul, c'est leur règle de calcul qui se servent pour faire leur jointure. Donc, on a créé un nouveau champ à l'ingestion de la donnée. On a créé un nouveau champ qui correspond à cette règle de calcul. Et toutes les tables qu'on a pu migrer jusque-là, il a fallu les repartitionner du coup sur ce champ-là. Donc en reprenant notre cas de tout à l'heure, qui était un peu complexe, et d'un coup, la règle elle devient beaucoup plus simple pour la clause de jointure. C'est juste table 1 égale date arrêtée égale table 2 date arrêtée. Et le filtre, ça devient date arrêtée égale 31 janvier 2024. Là, d'un coup, on respire, ça fait du bien. C'est beaucoup plus lisible pour tout le monde, que ce soit côté fonctionnel ou côté technique. Et théoriquement, ça donne quoi? La table 1 est censée cibler la partition de janvier 2024 et la table 2, on ne cible que la partition de janvier 2024. On n'a même plus de février, on ne s'en occupe plus. Et techniquement, ça donne quoi? La partition de janvier 2024 de la table 1 match avec la partition de janvier 2024 de la table 2 et c'est fini. On n'a rien d'autre. Ça s'arrête là. Et donc, on reprend notre cas de tout à l'heure sur là où on facturait 150 $ une requête qu'on avait estimée à 4 $. Et d'un coup, on passe à une estimation théorique de 2 $ et une estimation réelle de 2 $. Ça fait des sacrées économies de passer de 150 $ à 2 $ la requête. Je pense que tout le monde est content. Manu est content, comme diraient Cédric et Max. Alors, concernant toujours dans une optique d'amélioration continue, il y a eu quelques autres petites modifications. Donc, pour l'étape qui a été quotidienne, en fait, on a dû modifier le curseur de partition, parce que sous BigQuery, les partitions sont limitées au nombre de 4000 par table. 4000 4000. Oui, tout à fait, 4000. Et il a fallu déplacer le curseur de partition de la journée au mois afin de ne pas trop s'approcher de la limite. Donc en gros, au lieu de... Ça correspond un peu à ce que sous HDFS, quand il y a une partition qui est faite. Donc je disais, effectivement, pour le repartitionnement, on a dû déplacer le curseur de la date, parce qu'on a dû passer aux partitions
au mois, parce qu'il y a une limite de 4000. Il a fallu aussi corriger des données erronées, parce qu'en fait, côté BigQuery, on avait des données qui étaient stockées dans une partition appelée nulle, parce que en fait, la valeur du champ de partitionnement était nulle. Et on avait aussi des dates un peu loufoques, à savoir avant le janvier 1960 et après le 31 décembre 2159. Bon, je ne sais pas si tout le monde sera encore là d'ici là, mais... Et en fait, ces dates-là sont placées dans une partition appelée unpartition. Sauf que nos champs de partitionnement, ce n'étaient pas des dates de naissance ou des dates de création d'entreprise, donc c'était plutôt des dates d'ingestion. Et donc, il n'y a aucun sens qu'il y ait eu des ingestions avant janvier 1960, à moins que le client était vraiment très précurseur sur son temps, était vraiment très en avance. Voilà. Donc, j'accélère un petit peu à cause du bug. Côté gestion des accès à la donnée, comment ça se passe? Donc, c'était assez simple en fait. Côté Hadoop, c'était géré par PassHDFS. Donc, les partitionnements côté HDFS, ils sont faits avec côté d'appelissement par exemple égale Toto et slash. Après, vous mettez vos données de partitionnement. Ou pareil pour les dates, c'était date égale un tel et voilà, c'était dans le répertoire. Sauf que en fait, si un usage avait besoin en fait d'accéder à de la donnée, on lui donnait les accès au pass HDFS pour qu'il puisse lire via Hive en fait ces données-là ou pas. Côté données sensibles, donc pour accéder à la donnée, mais de façon anonymisée, en fait, c'était porté par le traitement d'exposition des données. Et en fait, ces traitements, ils mettaient dans des répertoires un peu soit anonymisés ou soit non anonymisés, soit HDFS, tout pareil. Et en fait, en fonction des droits, tout était géré plutôt par répertoire HDFS côté Hadoop. Pour côté BigQuery, ça ne marche pas pareil parce que en fait, on est obligé de partitionner par champ de type date. Donc déjà, le filtrage par établissement, c'est foutu, on ne peut plus le faire. Et donc on ne peut pas filtrer via des passes, que ce serait même dans Cloud Storage, on ne peut pas filtrer via des places Cloud Storage qu'il y a en amont derrière BigQuery. Alors il y a un outil, il y a quelque chose qui s'appelle le Row Level Security sous GCP, qui nous a permis de contourner cette chose. Donc le Row Level Security, ça consiste à donner des droits permettant de filtrer des lignes sur une table. Comment ça marche? En fait, il faut définir une colonne portant le filtre d'accès. Et en fait, pour leur associer des droits, il fallait définir une valeur. Typiquement, là, dans notre cas, on va prendre un établissement. Si quelqu'un qui est de l'établissement 1, il peut avoir accès qu'à l'établissement 1. Il n'est pas censé voir les lignes établissement 2 et établissement 3. Donc, le RLS, ça va permettre que l'utilisateur, en fait, via ce droit-là, il ne pourra accéder que à ces 3 lignes-là, parce que établissement 2 ne fait pas partie de ces listes de droits d'accès. Tada, voilà, le problème est réglé pour le côté accès aux lignes. Maintenant, on va se baser sur les accès type anonymisation et accès à données en clair ou non en clair. Et côté ce système-là, donc je vous rappelle un peu comment fonctionne l'ingestion sous GCP actuellement. Et en fait, on va zoomer un petit peu. Et en fait, dans le fonctionnement à l'intérieur, on peut voir ça. Sous la zone brute, en fait, pour chaque table, il y a une définition d'une vue en clair et d'une vue sécurisée. Et en fait, après, les zones préparées, on a double vue, une vue qui retape sur la vue en clair, mais qui prépare la donnée, et ainsi de suite. Et en fait, les utilisateurs qui ont accès à la donnée en clair, ils vont taper sur la vue en clair de la zone exposée. Et les utilisateurs qui ont qu'un accès sécurisé, ils vont taper sur la vue sécurisée sur la zone exposée. Prenons l'exemple un peu d'une table sensible, qu'on va l'appeler. Donc en fait, la table sensible, elle fonctionne comme ça. Donc on a une vue sensible, une table, une vue en clair qui est par-dessus cette table, et on a une vue sécurisée par-dessus cette table. En fait, vous pouvez voir que sur ce côté-là, en fait, dans la table sensible, on a à la fois Toto et Toto sécurisé, et là, on a montant et montant sécurisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la table en clair, elle va juste prendre la table Toto et la table montant, et la vue sécurisée, par contre, elle va faire Toto sec as Toto pour faire passer la colonne sécurisée pour la vraie colonne, en fait. Et voilà comment ça va fonctionner pour l'accès en clair des données. La vue sécurisée, elle va faire passer la colonne, par exemple, Toto sec pour la colonne Toto aux vues des utilisateurs.
Donc voilà ce que ça donne. On a beaucoup de couleurs, c'est cool. Et si on appliquait le RLS là-dessus, qu'on expliquait tout à l'heure, donc on va garder Nyan 4, il est là, hop, il a accès qu'aux données des établissements 1 et en version sécurisée. Donc il va d'abord appeler la vue sécurisée, et ensuite on applique le RLS. Et du coup, là, l'utilisateur qui n'a accès à la vue sécurisée et sur laquelle on applique le RLS, il va avoir accès qu'à ces données-là. Donc de l'établissement 1, mais avec les données, avec les colonnes sécurisées au lieu des colonnes en clair. Conclusion de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Techniquement, c'est assez similaire. Entre le cloud et le on-prem, c'est assez similaire. Concernant la facturation, c'est totalement différent pour le coup. Donc on-prem, on est à l'infrastructure, on est plus sur l'infrastructure. Le cloud, on est facturé à l'utilisation. Et côté performance, c'est plutôt à définir parce que côté on-premise, en fait, la limite, elle est plutôt technique. Donc là où côté cloud, la limite, elle est plutôt financière et ça dépend un peu du coût qu'on souhaite mettre. Donc vous allez me dire, voilà, ok, ça m'avance pas plus. Et pour le rapport coût-performance, on est plutôt avantage cloud, qu'il est possible d'optimiser les performances sur le on-prem. Mais pour cela, en fait, il faudra de très bonnes compétences à la fois pour les traitements et gérer toute l'infrastructure. Là où côté cloud, en fait, toute la partie infrastructure, elle est à charge du cloudeur. Ça fait partie du coût d'utilisation. Et le temps passé à optimiser les infrastructures côté on-prem sera largement épongé par l'utilisation côté cloud. Pour le rapport de sécurité, en fait, on a des risques plutôt des deux côtés parce que stocker la donnée sur un clouder, c'est jamais, il n'y a pas de risque zéro, même si finalement les clouders ils font tout pour sécuriser leurs données, pour pas que ça soit mis à disposition. Il y a plein de choses, mais le risque zéro, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si un jour ils ont un problème, c'est indépendant de votre volonté, vous ne pourrez pas le régler, il faudra attendre que le clouder le remette à disposition. C'est la même problématique côté piratage de la donnée. Et donc côté on-prem, par contre, ça va être à vous de gérer toute cette partie sécurité et mise à disposition de la donnée. C'est-à-dire que s'il y a un problème, ça sera chez vous et ça sera à vous de vous en occuper, mais il faut les ressources aussi pour gérer ça. Et il faudra aussi penser à gérer le service en continu en cas de pépin sur un serveur. Ça sera aussi à vous de gérer ce problème-là. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une comparaison? Donc, côté GCP, c'est parfait pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser de paramétrage, qui souhaitent utiliser des outils faciles à utiliser, qui sont faciles à comprendre, et que la facture à l'utilisation, c'est facturé à l'utilisation, et donc le fait d'avoir des outils développés qui sont prêts à l'utilisation, c'est pratique, c'est simple. Côté Hadoop, en fait, c'est plus effectivement, faut s'occuper de tout le paramétrage de l'infrastructure. Faut s'occuper d'installer les licences, les logiciels qu'on souhaite utiliser dessus. Et il faut s'occuper, bien sûr, de toute la partie matérielle infrastructure à gérer, que ce soit en gestion. En fait, d'un point de vue utilisateur d'un ordinateur, ça fait un peu, nous, en tant que dev, on sait utiliser un Linux, mais quelqu'un qui ne sait pas trop utiliser un ordinateur, ça fait un peu utilisateur Windows qui est déjà tout fait. Ça dépend, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est un peu la facilité d'utilisation pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter. C'est plus simple d'avoir un Windows pour un ordinateur plutôt qu'à tout paramétrer sur un Linux. Et quelqu'un qui aime bien toucher à tout, ça sera plus simple d'aller sur un Linux et qui pourra faire un peu tout ce qu'il souhaite faire. Donc ce que j'ai mis, c'est convient à ceux qui n'ont pas forcément les ressources pour GCP ou les compétences ou le temps de faire quelque chose aussi. Le temps, c'est important. Côté Hadoop, on est plus sur convient à ceux qui possèdent déjà les ressources et compétences, mais aussi le temps, qui ont le temps de pouvoir développer les outils parce qu'il faut le temps. Et donc j'ai mis que le CloudCloud, c'est un peu, j'ai bien dit un peu, je ne suis pas dans une guerre Windows-Linux, je ne m'en occupe pas, ça dépend de l'utilisateur en fait. Et donc on va dire que c'est un peu le Windows du SI Data côté cloud et le Hadoop, c'est un peu le Linux du SI Data. Mais vraiment, c'est quoi le mieux? Donc, premier point, Victoria va nous l'expliquer. Le cloud, c'est mieux. Ça va plus vite et c'est plus performant. Et David qui lui dit, sois honnête. Ça coûte moins cher et c'est plus simple pour les utilisateurs. Pourquoi c'est moins cher et plus simple?
C'est surtout que ça évite de recruter des ressources pour gérer des infras, et en plus ça permet facilement de reconvertir des ressources qui nous serviraient plus à des outils à des outils cloud. Et voilà, il lui dit merci. Et effectivement, le premier point de l'avantage du cloud, c'est le coût humain, même si c'est pas très dit, c'est pas souvent dit, c'est pas souvent évoqué, mais les ressources. On n'a pas besoin de beaucoup moins de ressources humaines pour gérer un environnement. On a besoin de beaucoup plus de ressources humaines pour gérer un environnement on-premise. Et il faut des personnes pour entretenir toute l'infrastructure et tout le matériel utilisé. Là où ça permet aussi, côté cloud, vu qu'ils ont des outils qui sont pensés pour que ça soit facile d'utilisation, d'être utilisés pour faire des reconversions, de former simplement les gens. Il y a souvent des formations qui sont toutes faites. Ça permet de reconvertir certaines personnes sur ces outils du cloud. Et il y a surtout un autre point qui est très très avantageux pour le cloud. C'est vous avez déjà essayé de négocier, de pouvoir réaliser une cerise technique en disant en fait, si on faisait cette US technique, ça améliorerait les perfs et les temps de traitement seraient beaucoup plus courts. Le fonctionnel, il va vous dire quoi ? Il va vous dire ça marche, évitez d'y toucher quand même. Moi j'ai autre chose à faire, on a de la qualité client à passer. Par contre, si vous essayez de le formuler comme ça, voici la facture de votre utilisation mensuelle. Si on faisait cette US technique, on pourrait diviser cette même facture par 20. Là, je peux vous dire que ça marche tout de suite. Là, je peux vous dire qu'il réagit dans la foulée, il fait c'est très bien ça comme US, on va le faire. C'est garanti 100% efficace. Et du coup, côté on-premise, en fait, le problème pour réduire les coûts, c'est qu'il faut partitionner correctement la donnée, il faut sensibiliser tous les usages pour qu'eux, ils optimisent leur traitement. Et il faut vérifier ensuite la possibilité de réduire l'infrastructure sans pour autant impacter les traitements. Et il faut également recalculer tous les coûts par usage en fonction du pourcentage. Un usage qui va utiliser 2 tables par mois, qui va lire 2 tables par mois, ça ne va pas être la même facture qu'un usage qui va utiliser 100 tables à la journée. Donc forcément, il y a aussi ce côté-là. C'est un peu laborieux. Côté cloud, par contre, c'est tout simple. Il suffit de partitionner correctement ces données et d'optimiser ses propres traitements. Voilà. Et c'est là où ça s'arrête pour réduire les coûts côté cloud. Donc, côté on-premise, pour faire comprendre un usage qu'il est possible d'améliorer un traitement, l'argument financier est complexe à entendre pour côté fonctionnel. Par contre, côté cloud, il suffira juste de sortir la facture à l'utilisation parce qu'on pourra les ressortir. Et ce, facilement. Et je vais vous reprendre le cas qu'on a fait tout à l'heure sur le repartitionnement de la donnée. En fait, quand on a créé la fameuse date arrêtée, le problème était déjà existant en fait sous Hadoop. C'était partitionné par la date d'ingestion et non pas par une date arrêtée fonctionnelle qu'on a créée qu'une fois qu'on était sous GCP. Et en fait, sous Hadoop, c'était juste que la conséquence de tout ça, c'était trop long. Les traitements étaient beaucoup trop longs. Mais bon, personne ne faisait rien, parce que c'était juste trop long, en fait. On s'en foutait. Alors qu'une fois que les usages ont commencé à brancher sur GCP, on n'a même pas terminé la migration, que c'était quand même important à traiter. Quand on a vu qu'on payait $150 à la requête, je peux vous assurer qu'ils étaient là. Ouais. C'est 100% efficace, je vous le dis, ça marche tout de suite. C'est très efficace. Et la conclusion finale de tout ça, en fait, l'avantage du cloud, il est surtout logistique. En fait, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de gestion de l'humain associé aux infrastructures. Du point de vue des dirigeants en fonctionnel, en fait, quand on parle financier, c'est beaucoup plus explicite de leur parler avec de l'argent plutôt que de leur parler en temps de traitement. C'est beaucoup plus simple. Et côté utilisation des outils, c'est aussi très très simple. En fait, les clouders, ils font vraiment tout pour que les outils soient simples d'utilisation, afin que les clients, ils se disent « Ah, c'est simple, c'est facile à utiliser, du coup, on va aller chez vous ». Et le point commun de tout ça, c'est qu'en fait, ça permet de négocier des budgets aussi pour les projets beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus parlant que dire on estime à peu près pour réduire les coûts de machine de l'environnement on-prem, il faudrait faire tout ça, mais on ne sait pas trop l'estimer. Voilà, merci pour votre attention.